Il est 19 h, l'essentiel de l'actualité sur les antennes de la RTGA. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition de la soirée dont voici sans plus tarder les principaux points de mur. Les Nations Unies ne vont plus tolérer la violation de l'intégrité territoriale de la RDC, assurance faite au gouverneur de la province du Nord Kivu par le secrétaire général des Nations Unies en charge des opérations de maintien de la paix. Installation des nouvelles provinces, les présidents de la dynamique pour le développement national appellent de manière sans équivoque à la signature du décret portant répartition du patrimoine de l'État ainsi que des ressources humaines et financières entre les provinces à démembrer. En santé, investir dans l'avenir, vaincre le paludisme, c'est en ces termes que les Nations Unies célèbrent ce 25 avril la journée mondiale de lutte contre le paludisme. L'on estime à cet effet que les efforts mondiaux pour combattre et éliminer cette maladie ont permis de sauver 3,3 millions de vies depuis l'an 2000. Voilà tout pour les sommaires. Je le disais à l'instant, incursion de l'armée rwandaise sur le territoire congolais. Les Nations Unies ne vont plus tolérer la violation de la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Dans sa partie Est, assurance faite au gouverneur des provinces par le secrétaire général des Nations Unies en charge des opérations de maintien de la paix. D'après Hervé Lassous, si les faits sont avérés après les enquêtes, le régime de Kigali sera condamné pour violation flagrante des accords de paix d'Addis Abeba. Hervé Lassous est au micro de Marty Darkouz Olemba depuis Goma. Nous allons continuer à y travailler ensemble, activement. Je vous dirais simplement que les Nations Unies, le Conseil de sécurité sont profondément attachés à l'intégrité de la République démocratique du Congo, son intégrité physique, territoriale, et que donc s'il est avéré qu'il y a des incursions, cela ne serait pas conforme à l'accord cadre sur la paix, la sécurité et le développement qui avait été signé d'Addis Abeba il y a 2 ans et demi, qui fait l'objet d'un suivi, et je crois qu'il y aura matière à travailler sur ce suivi. C'est, je crois, la 5e fois que je viens au Nord Kivu pour les 2 dernières années et demie. C'est chaque fois un grand privilège de pouvoir rencontrer son Excellence le gouverneur. Nous avons eu un échange, je crois, très utile, très approfondi et très franc sur les conditions sécuritaires qui prévalent dans la province, sur l'urgence qui s'attache à y faire face et à faire en sorte que les populations puissent vivre dans des conditions plus conformes à ce qu'elles espèrent légitimement. Nous sommes allés rendre visite à des organisations de la société civile dans le Rutshuru et clairement cette attente elle est toujours très forte et nous devons donc progresser dans cette voie afin que par ailleurs la province puisse progresser sur le développement économique et social qu'on voit bien aussi dans les rues, mais il ne peut pas y avoir de développement économique sans sécurité de manière durable. Nous allons rester dans cette région pour vous signaler l'attaque du commissariat de la police nationale congolaise au chef-lieu du territoire de Rutshuru par les bandits armés. Le commissaire provincial de la police nationale congolaise au Nord Kivu regrette la mort d'un élément des troupes commis à la garde. Encore le général divisionnaire adjoint à Washango Oumia Vital. Cette attaque frise une tentative de faire évader certains criminels dont Emmanuel Biricho dit Manotte en vue de brouiller les pistes et camoufler certaines révélations dont parmi elles sont déjà mises au grand jour. Je vous propose de suivre depuis Goma. Je vous dis que c'est notre travail habituel. Il y a de certaines personnes, vous savez que ces derniers temps, Rutshuru est le centre qui regorge au moins 3 grands bandits. Il y a Mazembe, il y a Kabasha, il y a Manoti. Et on devrait s'attendre à tout. Et on était préparé. Je crois que même l'autorité les connaît. On en a déjà fait cas. Et ce sont des choses qu'on avait déjà prévisagées. Soit attaquer pour libérer ces malfaiteurs, soit peut-être même l'abattre pour faire disparaître les traces. Ce sont des choses que nous avons et les dispositions ont été prises. C'est comme ça que vous avez attendu ce qui est arrivé hier soir. Ah mais ils doivent laisser parce que pour le moment tout est à nu. Qui pouvait croire que Manoti sera arrêté? Et Manoti va citer et les gens qui seront cités vont répondre devant leurs actes.
Direction Mwanda dans les Bas-Congo, la ville côtière a retrouvé son calme traditionnel après quelques jours de tension suite à l'insécurité qui a coûté la vie à 3 habitants préoccupés par cette situation. Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et Sécurité s'est rendu sur place pour amener la paix, comme nous le dit Jean-Pierre Kaïmé. À bord de ces petits porteurs, Évariste Boshab et sa suite. À peine l'avion s'immobilise sur les tarmacs, le patron de la sécurité nationale n'a pas du temps à perdre. Très préoccupé par la situation sécuritaire qui prévaut dans cette ville côtière où quelques cas d'assassinat ont été enregistrés, Évariste Boshab consacre son avant-midi à échanger avec toutes les couches socio-professionnelles de la ville. Je suis venu, non pas avec des idées et solutions toutes faites, mais d'abord vous écouter pour qu'ensemble nous trouvions des solutions qui durent face à ces phénomènes d'insécurité qui a endeuillé Mwanda ces derniers jours, a-t-il lancé à l'ouverture de cette rencontre. Après les explications de la situation sur terrain lui fournies par l'administrateur du territoire qui a également plaidé en faveur du renforcement des unités de la police en homme et en logistique, le vice-premier ministre a rappelé à l'assistance l'objet de sa visite. D'abord, exprimer la consolation du gouvernement et du chef de l'État aux familles des victimes. Ensuite, évaluer la situation sur terrain et voir enfin comment y remédier. Évariste Boshab recevra par la suite les membres du Conseil provincial de sécurité. Au cours de cette réunion, toutes les questions ont été abordées et d'importantes mesures prises pour amener la paix, notamment l'intensification des patrouilles mixtes PNC et FARDC, le bouclage de certains quartiers sensibles et le renforcement des unités de la police. Avant de regagner Kinshasa, Évariste Boshab, qui a improvisé un meeting, a appelé les habitants de Mwanda au calme et à vaquer librement à leurs occupations. D'abord, nous invitons la population à la paix. Là où il y a des hommes, il y a toujours des problèmes. Mais la différence entre les hommes et d'autres animaux, c'est que les hommes trouvent toujours des solutions. Après avoir échangé ensemble, nous avons proposé des voies de solution. Nous avons mis en place d'autres mécanismes qui vont permettre une paix beaucoup plus durable. Tout ce que nous pouvons dire, c'est que chacun puisse vaquer à ses occupations parce que l'État ne peut pas abandonner sa population. Le gouvernement de la République est déterminé à tout mettre en œuvre pour ramener la paix, a promis l'envoyé du chef de l'État. Nous allons rester dans cette province victime d'une masse sur les visages. Jovita Nzuzi, orpheline des pères, se porte désormais à merveille grâce à la prise en charge assurée par le gouverneur Jacques Mbadou. Reconnaissante, Jovita Nzuzi est allée remercier son bienfaiteur. Reportage Léontine Kazamali avec les commentaires de Patrick Issobongesebo. Hier, visage déformé, soucieux, triste, désespéré, Jovita Nzuzi Lubuku, orpheline de père, a retrouvé la santé et le sourire. Et cela grâce à l'attention et à l'aide que lui a accordé le gouverneur du Congo central, Jacques Mbadou Sitou. Souffrant d'une masse sur le visage, il y a 2 mois, le gouverneur, qui était choqué par son état de santé, a disponibilisé des moyens financiers pour sa prise en charge à l'hôpital du Cinquantenaire à Kinshasa. Émerveillé de la santé recouvrée par l'orpheline, Jacques Mbadou a profité pour remercier le chef de l'État pour la construction et la modernisation de cet hôpital. Alerté par les incidents de la ville de Mwanda, le chef de l'exécutif provincial du Congo central a convoqué une réunion avec les différents responsables du Conseil provincial de sécurité. Cette réunion s'est penchée sur la situation qui a prévalu dans ce coin de la province du Congo central. Cette situation est préoccupante car depuis un certain temps, il y a des cas de banditisme à main armée et le dernier est survenu donc dans la nuit du 22 au 23 avril ayant causé donc mort d'homme. Il y a eu 2 victimes et donc ce conseil de sécurité spéciale a eu à examiner cette situation et directement il a été décidé que l'auditeur militaire supérieur puisse aller sur place pour diligenter l'enquête. Pour être plus complet sur ces registres Bas-Congo, retenez que les pluies qui s'abattent ces derniers jours continuent à faire des dégâts dans la province du Congo central. La cité de Kwilingongo n'a pas été épargnée de cette catastrophe naturelle. 2 morts et 38 maisons écroulées. C'est le bilan de la dernière pluie qui s'est abattue dans cette cité. Conséquence, plusieurs familles sont sans abri et passent la nuit à la belle étoile.
On en vient à la santé à présent. Le monde entier célèbre ce 25 avril la journée mondiale de lutte contre le paludisme en République démocratique du Congo. Le gouvernement appelle tout le monde à investir durablement dans l'avenir pour vaincre le paludisme, comme nous le dit Pierre Tuyowa et Elvis Sender. Vaincre la malaria, c'est investir durablement dans l'avenir. C'est autour de ce thème que le gouvernement de la République, à travers le ministère de la Santé publique, a renouvelé son engagement de lutter contre le paludisme afin de sauvegarder la santé de la population congolaise. À en croire le représentant de l'OMS, de 2013 à 2014, le continent africain a connu une flambée de réduction de taux de prévalence qui est passé de 27 à 34%. Cependant, le défi majeur est de réduire le taux de morbidité et de mortalité à 64% d'ici à 2016. En 2013, la région africaine a enregistré environ 163 millions de cas de paludisme, dont près de 528 000 décès. Entre 2000 et 2013, le nombre estimatif de cas de paludisme dans la population a diminué de 34%. Voilà qui amène la RDC à peindre un tableau positif sur la réduction du taux de paludisme qui est de 17% pour l'année 2014. Une occasion pour le docteur Félix Kabange-Numbi, ministre de la Santé publique, d'inviter tous les partenaires d'appui à la santé, notamment l'ASF, à se joindre au gouvernement pour lui permettre d'accéder aux zones difficiles et enclavées afin d'éradiquer ce fléau. Le du gouvernement a épargné la population congolaise des souffrances exténuantes causées par le paludisme n'est plus à démontrer. Il reflète de la détermination farouche de son Excellence M. Joseph Kabila Kabange, président de la République, chef de l'État, qui a pris à cœur la lutte contre la maladie et particulièrement la lutte contre le paludisme aux fins de sauvegarder des vies des Congolais, particulièrement celles des enfants et des femmes enceintes, cibles les plus touchées par ce fléau. Bien avant cette cérémonie commémorative, le ministre de la Santé a distribué les moustiquaires imprégnés d'insecticides aux expulsés de Brazza qui passent leur nuit à la belle étoile. À vous. Toujours dans ces registres, investir dans l'avenir, vaincre le paludisme, c'est en ces termes que les Nations Unies célèbrent le 25 avril la journée mondiale de lutte contre le paludisme. L'on estime à cet effet que les efforts médicaux pour combattre et éliminer cette maladie ont permis de sauver 3,3 millions de vies depuis l'an 2000 en réduisant les taux de mortalité palustre de 42% au niveau mondial et 49% en Afrique. Quel bilan faire des interventions visant la réduction du taux de mortalité du paludisme en Afrique et dans le monde? Tentative de réponse avec Astrid Mbouyi-Chimanga avec les commentaires de Patrick Mpeso. Avec un engagement politique accru et un financement élargi, l'incidence du paludisme a été réduite de 25% au niveau mondial et de 31% en Afrique. Cependant, le combat n'est pas encore gagné. Le paludisme tue, selon les estimations de l'OMS, plus de 600 000 personnes chaque année, principalement des enfants de moins de 5 ans en Afrique subsaharienne. L'on dénombre chaque année plus de 200 millions de cas dont la plupart n'ont pas fait l'objet de tests et ne sont pas enregistrés. L'apparition d'une résistance aux insecticides et aux médicaments menace cependant les acquis récents. Que faire alors pour maintenir et accélérer les progrès contre le paludisme dans le monde ? Conformément au 6e objectif du millénaire pour le développement, il conviendrait de trouver des fonds d'urgence supplémentaires, ce qui permettra aussi de garantir la réalisation des objectifs 4 et 5. À cet effet, investir dans l'avenir, vaincre le paludisme est un ton donné pour dynamiser l'engagement à combattre cette maladie. La 3e édition des directives pour le traitement du paludisme publiée à cette occasion par l'OMS est une version actualisée qui fournit des recommandations fondées sur des données factuelles pour le diagnostic et la prise en charge des cas de paludisme simple ou grave, ainsi que sur l'utilisation des traitements préventifs chez les populations à haut risque. Rappelons que le paludisme est une maladie qui peut être mortelle, mais elle est aussi évitable et guérissable, et sévit de plus en Afrique subsaharienne.
Pendant ces temps, les travaux des migrations de la télévision analogique au numérique vont bon train. Concernant la ville de Kinshasa, cette affirmation est de Lambert Mende Omalanga à la sortie d'une séance de travail avec les vice-premiers ministres, ministres des Postes, télécommunications et nouvelles technologies de l'information et de la communication. Présentement, l'attention reste focalisée sur les travaux à mener à l'intérieur du pays avant la date butoir. Commentaire Martin Kaïm. La République démocratique du Congo tient à respecter ses engagements sur la mutation de la télévision analogique au numérique. Lambert Mende Omalanga a rassuré le vice-premier ministre, ministre des PTNTIC, du niveau de déroulement des travaux sur cette question. Les travaux sont très avancés pour la ville-province de Kinshasa et le cap est maintenant focalisé au niveau de l'intérieur. Non, c'est des consultations normales dans le cadre du comité national de migration vers la télévision numérique terrestre. Vous savez que le ministère des PTT-MTIC est vice-président de ce comité et le ministère de la communication en a la présidence, donc nous nous concertons régulièrement parce que nous nous approchons de la date de l'extinction au mois de juin. Donc il faut absolument se mettre à jour. Monsieur Muzungu Diakolo, premier conseiller à l'ambassade de la RDC en République sud-africaine, a conduit auprès du vice-premier ministre, ministre des PTNTIC, la délégation d'une entreprise de télécommunications venue en prospection sur les opportunités qu'offre la République démocratique du Congo dans ce secteur. La compagnie Singtel, au fait, c'est la deuxième plus grande compagnie de Singapour dans la matière de télécommunications et nouvelles techniques de communication. C'est une entreprise qui a un revenu annuel de à peu près 18 milliards de dollars. Et ils sont également cotés en bourse avec une valeur de capitalisation à peu près 61 milliards de dollars. Et la compagnie est venue pour voir au fait quelles sont les opportunités que la RDC présente en matière de nouvelles techniques de communication et dans les télécommunications. Et nous avons vraiment, à l'issue de cette audience qui nous a été accordée par son Excellence le vice-premier ministre, très content de la réceptivité et il a vraiment donné certaines pistes pour que cette compagnie puisse vraiment investir en RDC. D'autant plus que la compagnie a eu déjà fait quelques projets à travers d'autres compagnies étrangères, notamment Tenkefouk Murume. Infrastructure, les travaux de modernisation de l'aérogare moderne de l'aéroport international d'Ndjili évoluent à pas de géant. Le Premier ministre Matata Ponyo, qui a fait ses constats, s'est dit satisfait de l'avancement des travaux et de l'assurance de la remise officielle de cet ouvrage dans les délais. Reportage Souzi et Kibira Oumari. Le gouvernement congolais tient à la modernisation de l'aérogare de l'aéroport international de Ndjili. Sous l'impulsion du président de la République Joseph Kabila Kabange, le Premier ministre Matata Ponyo fait le suivi de l'exécution des travaux de ce site afin qu'il réponde aux standards internationaux. Accompagné du ministre des Transports et Voies de Communication, Maître Justin Kalouba Mwanangongo, le chef de l'exécutif central, a fait le tour des différents compartiments de l'aérogare en construction. Le maître d'ouvrage, l'entreprise française Alpha Airport, a fourni toutes les explications techniques du niveau atteint et de ce qui reste à faire, car l'objectif est de remettre dans le délai ce joyau à l'État congolais. 18 boxes devant abriter les services de compagnies aériennes sont fin prêts et n'attendent que leurs occupants. 48 caméras de surveillance sont également fonctionnelles. Matata Ponyo a également été édifié sur le fonctionnement des carrousels devant servir de transport des bagages pour les passagers. Satisfait par l'exécution du projet qui est en phase terminale, Matata Ponyo a été rassuré du respect du contrat. Ensuite, la délégation du Premier ministre s'est rendue dans les installations de l'ancienne compagnie Air Zaïre ou les lignes aériennes congolaises. Matata Ponyo a été indigné par la vétusté de ce bâtiment qui autrefois faisait la fierté du pays et participait à l'économie nationale. Les herbes sauvages ont envahi cette bâtisse qui n'est plus que l'ombre d'elle-même. Les installations offrent une image triste, plafond et murs délabrés. Malgré le semblant d'entretien effectué sur place, ces bureaux laissent transparaître la dégradation très avancée et l'abandon total des bâtiments.
Frappé par ce qu'il a découvert dans cette ancienne compagnie, Matata Ponyo a décidé de faire rapport à qui de droit afin de moderniser ce bâtiment dont les locaux et bureaux sont dans un état piteux. Matata Ponyo a dénoncé la mégestion de cette société qui a conduit à sa ruine. Situation qui choque les consciences. Je le disais également au sommaire, installation des nouvelles provinces. Le président de la dynamique pour les développements national en appelle à la signature du décret portant répartition du patrimoine de l'État ainsi que des ressources humaines et financières entre les provinces à démembrer. Jean Baudouin Idambito Bakato, qui soutient ces processus, l'a fait savoir ce samedi au cours d'un point de presse. Reportage Vicky Moukeba, Yannick Bilamou avec les commentaires de Pierrette Yoamuteba. Le président de la dynamique pour le développement national soutient l'installation des nouvelles provinces. Pour Jean Baudouin Idambito, la mise en application de la loi de programmation portant modalité d'installation de nouvelles provinces est un élément catalyseur pour le développement rapide et effectif des entités de la RDC. Afin de bien concrétiser ce processus, le président de la DDN, Jean Baudouin Idambito, propose la signature d'un 3e décret portant sur la répartition du patrimoine d'État ainsi que des ressources humaines et financières. Il faudra donc au total 3 décrets au lieu de 2 actuellement. Il s'agit pour rappel des décrets portant 1. Organisation et fonctionnement des commissions d'installation de nouvelles provinces des membres, déjà signé. Nomination des membres des commissions d'installation de nouvelles provinces des membres, déjà signé. 3. Répartition du patrimoine ainsi que des ressources humaines et financières entre les nouvelles provinces à démembrer, à signer. Les mécanismes d'installation si développés devrait se faire de façon rationnelle et rigoureuse, afin que la décentralisation ne soit pas pour nos populations ni un cadeau amer, ni un produit empoisonné, mais un espoir et un aboutissement heureux de leurs efforts. Toutefois, Jean Baudouin Idambito sollicite auprès du gouvernement que la mise en place de ces nouvelles provinces soit effective le 25 octobre 2015 prochain au lieu du 15 juin 2015. De son côté, les PPRD s'élancent dans la course électorale. Ces mandataires auprès de la CENI pour les dépôts des candidatures ont été formés pendant 3 jours. Le clou de cette formation a eu lieu ce samedi à l'hôtel Vénus sous la supervision du député national Emmanuel Ramazani Chadari, membre cofondateur du PPRD et secrétaire général chargé du processus électoral. Reportage Jacques-Olivier Moulouba et Trésor Ndoya. Cette formation qui a réuni les mandataires du PPRD de toutes les 26 provinces du pays est un signal que ce parti membre de la majorité présidentielle est prêt pour les élections provinciales et locales. Lors de la dernière journée du séminaire de formation supervisé par le député Emmanuel Chadari, membre cofondateur et secrétaire national chargé du processus électoral, d'éminents orateurs ont défilé à la tribune pour expliquer aux mandataires comment remplir les formulaires des candidats députés provinciaux de leur parti, quelles sont les pièces qui doivent accompagner les dossiers, mais surtout comment disposer les candidats sur la liste du parti. On a mis nos mandataires à niveau de bien remplir les fiches sans problème, de bien mettre les photos là où il faut, et de pouvoir respecter, n'est-ce pas, tout ce qui est exigé par la loi électorale et les mesures d'application. Et enfin, de ne pas donc voir qu'un candidat du PPRD a été éliminé par la CENI parce que la fiche ou le dossier a été mal rempli. Les mandataires du parti ont apprécié les différents thèmes développés tour à tour par Gaston Moussemena, Marie-Ange Lukiana, Jean Kimbunda, Christophe Kolomoni et Idesbal Poueté. À l'issue de cette séance, les participants se sont dit mieux outillés. C'était une très bonne formation. Pour dire que le PPRD s'engage résolument sur la voie des élections. Il prépare déjà les mandataires qui doivent déposer les listes de leurs candidats. Et donc, ça valait la peine parce que c'est laborieux et il fallait mettre les points sur les i avant que les mandataires ne descendent sur le terrain
pour déposer ces candidatures. Nous, en tant que cadre, au cadre du parti, nous sommes très satisfaits. Nous disons merci aux autorités du parti pour avoir pensé à former les mandataires du parti. La formation terminée, le PPRD compte désormais déployer ses mandataires sur l'ensemble du pays pour déposer les dossiers de leurs candidats députés provinciaux dans les temps impartis par la CENI. En dehors de nos frontières, les Togolais se sont rendus aux urnes ce samedi pour élire leur président. 5 candidats au total étaient en course, notamment les présidents sortants Faure Gnassingbé qui brigue un 3e mandat et le leader de l'opposition Jean-Pierre Fabre. Si le scrutin s'est déroulé dans le calme au Togo, des tensions sont prévisibles au Burundi où le président sortant Pierre Nkurunziza vient d'être investi candidat à la présidentielle. Les condensés avec Teddy Guillet. Au Togo, si la campagne électorale s'est déroulée dans le calme, plusieurs leaders de l'opposition avaient pourtant appelé au boycott de l'élection en rejetant l'organisation de ce scrutin. Ce samedi, jour de vote, la capitale a tourné au ralenti de Lomé, notamment au Bénin. Craignant d'éventuels accrochages entre les partisans des différents candidats. Cette élection s'est déroulée en un seul tour, ce qui implique qu'il suffit d'une majorité relative pour remporter le scrutin. L'opposition estime que ce mode de scrutin en un seul tour favorise le président sortant. L'opposition rejette ainsi le logiciel de compilation et de transmission des résultats ainsi que les fichiers électoraux. Le leader de l'opposition, Jean-Pierre Fabre, qui incarne l'alternance, espère bénéficier du ras-le-bol de la population, lassée selon ses mots par 48 ans de régime d'une même famille qui se maintient au pouvoir par ruse et la violence. Il y a toujours des problèmes au Togo lorsqu'il y a des élections. C'est pas parce que le système Success a été exclu après d'âpres discussions. Ça fait au moins des semaines que nous refusons l'usage du système Success. Comme quoi la persévérance paye toujours. Mais il y a toujours les problèmes pas leur nom. Plusieurs cas déjà. Au Burundi, à l'approche de la présidentielle, Pierre Nkurunziza vient d'être investi candidat à sa propre succession malgré les pressions internes et externes pour l'empêcher de briguer un 3e mandat. Après son investiture, il a dit prendre acte de cette décision qui est un couronnement des longues journées de prière. Lors ce téléjournal retenait qu'une procédure d'autocensure a été enclenchée contre les journalistes Simo Bofunga Abajo, responsable du journal Congo Nouveau. En effet, la commission des disciplines et d'éthique professionnelle de l'Union nationale de la presse du Congo reproche à ces derniers d'avoir par ses écrits journalistiques dénoncé d'une façon calomnieuse des faits non vérifiés contre le Premier ministre Matata Ponyo sur la gestion des marchés des Transco et de la SNCC. L'instruction de cette affaire aura lieu le 28 avril 2015 au siège de l'UN. Voilà, c'est terminé. Nous ne devons plus tolérer la violation de l'intégrité territoriale de la RDC, assurance faite au gouverneur de la province du Nord Kivu par le secrétaire général des Nations Unies en charge des opérations de maintien de la paix. Installation des nouvelles provinces, le président de la dynamique pour le développement national appelle de manière sans équivoque à la signature du décret portant répartition du patrimoine de l'État ainsi que des ressources humaines et financières entre les provinces démembrées. En santé, investir dans l'avenir, vaincre le paludisme, c'est en ces termes que les Nations Unies célèbrent ce 25 avril la journée mondiale de lutte contre le paludisme
L'on estime à cet effet que les efforts mondiaux pour combattre et éliminer cette maladie ont permis de sauver 3,3 millions de vies depuis l'an 2000.